Ici, c'est l'arrivée. Et là, c'est le départ. Entre les deux, 246 km à parcourir à vélo, à la nage et en courant. C'est juste complètement dingue. En résumé, ce n'est pas une mince affaire. Mais de quoi s'agit-il? Faisons marche arrière. Qui sont ces gens? 254 hommes et femmes qui se sont tous levés à 2 heures du matin pour enfiler une combinaison de plongée. Pour l'instant, ils sont à bord d'un ferry prêt à se jeter dans les eaux sombres et glacées du fjord de Hardanger. À la seule force de leurs muscles, ils vont rejoindre le sommet du Gaustatoppen. Un exploit incroyable, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Il y a sans doute une multitude de réponses. Quant à moi, il me reste 14h30 pour trouver ma propre réponse. Il est 5h moins 10. C'est parti. Il se trouve que je suis l'un des 254. Et je suis prêt à me lancer. Au fait, oui, j'emporte une caméra avec moi. Je vous en dirai plus en route. Norseman est un triathlon Ironman. Ça veut dire 3 km 8 à la nage, 180 km à vélo et 42 km de course. De toutes les compétitions Ironman du monde, celle du triathlon extrême de Norseman est considérée comme la plus difficile. En raison notamment du dénivelé, la course à vélo passe 5 cols de montagne. Quant à la course à pied, elle se termine au sommet du Gaustatoppen à 1883 mètres d'altitude. En plus, la température moyenne de l'eau dans le fjord est de 15 degrés Celsius. De nombreux participants ont déjà du mal à parcourir les 200 mètres qui séparent le ferry de la ligne de départ. C'était le signal de départ. J'avais presque atteint la ligne de départ quand il a retenti. La natation est l'épreuve la plus courte du triathlon. Elle prend de 2 à 3 heures seulement. Pourtant, elle est aussi considérée comme la plus dure. Elle exige plus de compétences techniques et il n'est pas rare de s'épuiser en moins de 2 heures, ce qui ferait du reste de la journée un véritable cauchemar. C'est la raison pour laquelle j'ai pris des cours de natation avec un ami, médaillé de la discipline au championnat de Norvège. Salut, c'est moi. C'est parti pour la première leçon. Première leçon. Respirez. Je pensais savoir nager. J'étais assez rapide dans l'eau. Le problème, c'était que respirer me demandait tellement d'énergie que j'étais à bout de souffle après à peine une longueur de piscine. Effectuer 152 longueurs me paraissait inimaginable. Mais, grâce à mon ami Evan, j'ai appris à trouver mon rythme, à rester calme. Ouais, c'était pas moi. Mais bientôt, je nagerai comme ça. Allonger mon bras au maximum, pousser l'eau derrière moi, respirer d'un côté. Tendre à nouveau le bras, zen. Je pousse l'eau derrière moi et je respire de l'autre côté. Je me concentre sur chaque mouvement. Nous sommes arrivés au virage. C'est-à-dire à peu près à mi-chemin de la course. Le jour se lève doucement. Je voulais expliquer pourquoi je fais tout ça, mais j'avance plus. Je nage, mais je bouge pas. Il y a un courant qui me fait dériver. Il faut que je nage. C'est dingue. Il faut absolument que je nage. Les premiers nageurs sont en train de passer la ligne d'arrivée. De mon côté, j'affronte un courant de plus en plus fort.
Comme l'eau est moins profonde, les courants sont plus puissants. Je nage en zigzag, impossible de maintenir le cap. Une nouvelle fois, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ça s'est bien passé pendant très longtemps. Et puis, d'un coup, j'ai eu une crampe. Après ça, j'avançais moins vite. Et j'ai fini par ne plus trop savoir pourquoi je m'étais lancé là-dedans. Mais ce que j'avais l'intention de dire, c'est que... Ça y est, j'ai encore chopé une crampe dans la jambe. Faut que je vous laisse. La moitié des 254 participants ont entre 35 et 45 ans. Ça ressemble à la bonne vieille crise de la quarantaine. Mais ce n'est pas ça. En tout cas, pas pour moi. C'est juste que j'ai l'impression de ne pas avoir exploité tout mon potentiel. Tout au long de notre vie, on apprend de nouvelles choses, puis on se perfectionne, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Mais arrive un âge où on se rend compte qu'il est plus difficile d'acquérir de nouvelles compétences. On préfère continuer à faire ce qu'on sait déjà faire. Et un jour, ce qu'on sait faire ne sert plus à rien. À la fin, ce qu'on faisait bien, on commence à le faire de moins en moins bien. Pour moi, Norseman est une expérience. Je veux savoir de quoi je suis encore capable. Bon, d'accord. C'est peut-être une crise de la quarantaine. Mais ça vaut quand même mieux que d'acheter une voiture de sport ou encore de draguer des filles de 20 ans. Je ne suis pas le seul à en baver à cause des vagues et du courant. La durée réglementaire de l'épreuve est allongée, mais malgré cela, 26 d'entre nous n'arrivent pas à finir dans les temps. Pour ma part, il m'aura fallu 15 minutes de plus que l'objectif que je m'étais fixé. Ça met du baume au cœur d'être accueilli sur la ligne d'arrivée par le médecin et la directrice de la course. J'ai l'impression d'y avoir passé la journée. Mais il n'est que 7h moins le quart. Numéro 172. Les personnes d'âge mûr ont parfois du mal avec les transitions. C'est tout l'intérêt du triathlon. On peut s'entraîner à gérer les transitions. Quand on fait la même chose depuis trop longtemps, ça peut nous faire du bien d'essayer autre chose. Même si je suis bon dans mon boulot, j'apprécierais un certain changement. Au Norseman, il est évident que certains concurrents se sont entraînés aux transitions. Certains d'entre eux ne mettent que quelques minutes à sortir de l'eau et à enfourcher leur vélo. Moi, il va me falloir plus de 10 minutes. Il est grand quand même, ce fjord. J'en ai vu certains partir loin d'un côté, d'autres complètement à l'opposé. Chacun est bien isolé. On n'entend rien d'autre que ses propres éclaboussures. On n'est pas vraiment là pour faire la conversation. Il est temps que je vous présente une de mes assistantes. Dans le Norseman, tout le monde a une équipe d'assistance. Je suis venu avec ma femme, Sirène. Elle fait en sorte que je n'oublie rien et veille à ce que j'ai de quoi me sustenter tout au long de la course. Un peu comme à la maison, finalement. Tu as 2 bouteilles pleines sur le vélo. Je filme, là? Oui. Coucou! Ah oui, ça filme toujours. Et les lunettes. Ça y est, je suis en tenue, j'ai les vêtements de rechange et une chambre à air. Il ne me reste plus qu'à enfourcher mon vélo et à commencer à pédaler.
Une fois que j'ai trouvé la bonne vitesse, c'est plus facile. Me voilà lancé pour la deuxième épreuve. En principe, la course de vélo commence dans le village d'Eidfjord. Mais cette année, l'épreuve de natation s'est déroulée plus haut dans le fjord, ce qui signifie qu'on devra parcourir 20 km de plus. J'ai demandé une explication à la directrice de la course. Ça aurait pu être un peu rude de nager dans une eau à 11 degrés. C'est la raison pour laquelle on a déplacé l'épreuve de natation dans une zone où l'eau est moins froide. Il est vrai que ça rallonge l'épreuve de natation, mais je crois que tout le monde préfère cette solution. Je choisis de me concentrer sur les avantages que présente cette distance supplémentaire. J'aurai les mollets bien chauds avant d'arriver à Mobedalen. Ce col nous amène à Diranut, à 1250 mètres d'altitude. La directrice de la course me donne quelques conseils. Je vous déconseille de rattraper le temps perdu sur l'épreuve à la nage pendant l'ascension de Mobedalen. Ce serait une très mauvaise idée. La montée est longue ? Elle est longue et raide. Et après, il reste encore un bon bout de chemin. L'ascension de Mobedalen commence tranquillement. On emprunte l'ancienne route qui longe le lac d'Eidfjord. Pas de voiture à l'horizon, mais la route est cabossée et les tunnels très sombres. Plus on avance, et plus le paysage est beau et spectaculaire. Dans ma tête trotte un air de violon. Hier soir, 2 musiciens traditionnels nous ont offert un petit concert. Cet air nous met au diapason de ces sublimes paysages. La musique dans mes oreilles, la beauté de la nature et le fait que je viens de doubler plusieurs autres concurrents me font oublier que la montée est longue et difficile. Être ici, c'est déjà une aventure. C'est bien. C'est vraiment beau. Faut bien prendre le temps d'admirer la vue. Vous trouvez sans doute que j'ai l'air d'un cycliste professionnel ? Détrompez-vous. Ne vous laissez pas influencer par ma tenue ou mon matériel. Je n'ai presque jamais participé à des compétitions sportives. J'ai toujours entretenu ma condition physique et je me suis souvent dit que j'aurais pu aller loin dans plusieurs sports. À l'âge de 41 ans, après avoir obtenu un dossard pour participer au Norseman, je suis résolu à être plus en forme que jamais. Mais cette épreuve s'est avérée plus rude que je ne l'aurais cru. J'ai filmé mon journal intime. Nous sommes le 10 janvier. Le Norseman se tient dans 8 mois. J'ai commencé l'entraînement il y a 2 mois et je ne note aucune amélioration jusqu'ici. Si ce n'est que j'ai appris à nager. Mais j'ai un problème plus grave. Demain, je vais être hospitalisé pour subir une opération du genou. Ils vont s'occuper de mon ménisque et peut-être de mes ligaments croisés. Alors, je ne peux plus courir depuis 5 mois et ça devient problématique. Ce serait mieux que je puisse courir. Après une longue ascension, nous atteignons Diranut, le pic de l'épreuve cycliste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de montée. Allez, on lâche rien! Nous traversons les hauts plateaux de Hardangervidda en direction de Oosthuizen et de Geilo.
Après ça, il faudra passer 4 cols. La journée va être longue. Évidemment, c'est ce qui fait du Norseman un triathlon extrême. Laissez-moi vous présenter maintenant ma seconde assistante, Linn Anita Borrestad. Elle fait partie de mon équipe d'assistance, mais c'est également une experte en entraînement physique et en santé publique. Tandis que je pédale, je me remémore les conseils qu'elle m'a donnés. La principale difficulté sera de trouver une intensité qui te convient, que tu réussiras à tenir sur la durée, tout en veillant à maintenir ton corps à un niveau énergétique constant, car tu auras besoin d'apports en énergie. Qu'est-ce qui risque de se passer si je consomme trop d'énergie? Dans ce cas, tu risques d'avoir ce qu'on appelle un passage à vide. Ton taux de sucre dans le sang va chuter, tu vas te sentir fatigué, ta concentration va faiblir. Tu pourrais aussi perdre une partie de ta motivation, de ton entrain, et te sentir un peu abattu. Mes 2 fidèles assistantes, Sirène et Lynn, me suivent avec la voiture d'assistance. Elles s'arrêtent souvent pour m'encourager et me donner à boire ou à manger. Allez, Christian! Allez, allez, allez! Je trimballe ça depuis tout à l'heure, ça me saoule. Ouais, tu veux ça? Ouais. Je ne dois pas me retrouver à court d'énergie. Donc je me concentre pour ne pas trop en dépenser. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand je vois un autre concurrent juste devant moi. Si l'épreuve de natation évoque la vie embryonnaire, la course cycliste ressemble à une vie sur des rails. Il suffit de suivre la route, d'appuyer sur les pédales et de baisser la tête pour optimiser l'aérodynamique. Il faut aussi veiller à équilibrer les apports énergétiques et nos efforts. Ça peut vite devenir monotone et ennuyeux. Le remède est d'observer les paysages qu'on traverse, de s'intéresser aux gens qu'on rencontre. On est tous dans le même bateau et on rencontre les mêmes difficultés. On n'a pas assez de souffle pour parler, mais il suffit d'échanger un regard pour se comprendre. Nous ne sommes pas en compétition. Nous affrontons cela ensemble. Maintenant, on va m'emmener en salle d'opération. Nous sommes sur la zone intérieure du genou. Voici le ménisque. On peut constater qu'il est endommagé. J'ôterai cette partie plus tard, cette excroissance qui gêne l'articulation. Si on regarde cette surface-là, on voit que le cartilage est abîmé, presque jusqu'à l'os. Ce sont des dommages permanents qui vont causer des douleurs. Et ici se trouvent les ligaments croisés. Ils sont légèrement usés, mais ils sont en place, et c'est déjà bien. Donc ils ont réparé mon ménisque. C'était juste... J'ai demandé si c'était juste les ligaments. Enfin, je veux dire le ménisque. C'était bien le ménisque? Oui, c'est seulement le ménisque. D'accord. Le chirurgien passera vous expliquer tout ça quand vous serez bien réveillé. Je viens d'apprendre que j'aurai le dossard numéro 100. Super, Christian. Je suis fier de toi. Mais il me reste encore la moitié de la montée à grimper. Mais après, ça descend. Ça y est, j'attaque Inningfjell. C'est le col le plus raide.
La partie la plus difficile apparemment. Mais je reste optimiste. Faut rester optimiste. Voici John Knapp, c'est un Anglais. On ne se connaît pas, mais une sorte de lien nous unit. Je suis plus rapide que lui en descente, et lui me rattrape en montée. Et à chaque fois, on s'encourage mutuellement. En haut de la pente se trouve mon fidèle caméraman, Even. T'assures, Even? Et c'est dans la boîte. Là, ça devient difficile. Il reste un bon kilomètre de montée sur Hemingfield. Je me demande si je force un peu trop. Qu'est-ce que ça change d'arriver 93e ou 193e? Pourquoi est-ce que je me mets la pression? Peut-être pour avoir la satisfaction d'avoir fait un bon boulot, ou pour épater quelqu'un. Mais qui? Ça fait du bien d'épater les gens. C'est un élément moteur pour moi. Ça y est, j'ai mis le doigt dessus. C'est sans doute ce qui explique pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Ça fait du bien d'épater les gens. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si j'aurais terminé le Norseman si je n'avais pas pu m'en vanter après. Il n'est pas exclu que ce soit pour cette raison que j'ai choisi d'en faire un film. Je vous ai bien eu. Vous allez avoir droit à 50 minutes de vantardise. J'ai bien peur que ce soit le cas. Mais le soleil vient de faire son apparition, et je suis arrivé au sommet du dernier col, à Hemingfield. Mes assistantes m'offrent une boisson énergétique et un gâteau. Tiens, un cachet. Et un antalgique, à cause de ma côte cassée. Mais je vous raconterai ça plus tard. Bon boulot. Tu manges assez? Ouais, je crois. C'était super bon. Ça fait du bien. Je jetterai ça là-bas. J'ai pédalé pendant plus de 7 heures. Heureusement, c'est bon pour mon genou. Je bouge sans trop solliciter les ligaments. Il y a 7 mois à peine, le médecin me livrait un diagnostic assez déprimant. Je suis sorti de la salle d'opération il y a quelques heures et je ressens... En fait, je ressens rien du tout. Et voici le chirurgien qui m'a opéré. D'après lui, l'opération s'est bien passée, mais mon genou ne sera jamais vraiment comme avant. Oui, c'est juste. On a constaté une usure assez importante du genou, de la face interne du cartilage. Et vous trouvez que c'est une bonne idée de courir un marathon en août? Je ne peux pas vous le refuser de façon catégorique. Faites comme vous le sentez. Votre genou saura vous signaler jusqu'où il est raisonnable d'aller. Mais une chose est sûre, un entraînement intensif et des kilomètres de course sur le bitume, ça va empirer l'usure de l'articulation à long terme. Mon genou ne sera jamais tout à fait guéri. Mais je n'ai pas à me plaindre. Après tout, la seule contre-indication est de ne pas courir kilomètre après kilomètre sur des surfaces dures. Malheureusement, c'est ce que je m'apprête à faire, car je m'approche de la secondaire de transition de la course. J'ai l'impression de franchir la ligne d'arrivée. C'est fini pour le vélo. Sauf que je ne suis pas arrivé. Loin de là. Ah, par ici! Petite foulée. Et voilà. Tu te sens comment? Ben, c'est un peu dur de se dire que je vais devoir courir pendant 6 heures. La course, c'est une autre étape de la vie. Vous savez, quand on se rend compte que tout n'est pas aussi fluide qu'avant,
On a beau faire marcher ses jambes, on n'avance plus. À chaque foulée, on doit supporter le poids de son corps. Et pour ma part, je sais qu'une fois sur deux, je retombe sur ce genou qui n'est plus amorti par son cartilage. L'opération s'est bien passée. L'ablation du ménisque est une intervention de routine. Et j'ai pu reprendre l'entraînement au bout de quelques jours. Je suis sorti du bloc il y a exactement 1 semaine et 5 jours et je marche sans aucune difficulté. J'ai même déjà fait 2 séances de vélo. Le problème, c'est que je suis enflé. Je peux pas plier le genou à plus de 90 degrés. Il y a trop de cochonneries là-dedans. Jusqu'ici, il y en a. Tout ça pour une toute petite incision. C'est par là qu'ils sont entrés. Alors que j'entame l'épreuve de course, le concurrent en tête arrive à Rjukan, à 25 km de là. Tim de Boom a le pied léger et il est prêt à entamer l'ascension jusqu'au sommet du Gaustad Open. Après avoir couru quelques kilomètres, je constate que mon genou ne me cause aucun souci, à peine une petite douleur. Cela m'incite à courir un tout petit peu plus vite que je ne l'avais prévu. Pour parcourir 1 kilomètre, je ne mets pas 6 minutes, mais 5. J'ai l'impression d'avoir un point de côté. Mais c'est pas ça. C'est la côte que je me suis cassée il y a 1 semaine. Alors voilà ce qui s'est passé. J'étais en train de monter cet échafaudage pour peindre la maison de ma sœur. J'étais suspendu à cette barre et d'un coup j'ai senti que quelque chose se cassait. Je l'ai entendu et je l'ai senti. Ça ne m'a pas fait hyper mal sur le coup. Mais depuis, ça ne fait qu'empirer. Là, ça fait 3-4 jours. L'antalgique me fait du bien. J'essaie de me dire que ce n'est qu'un point de côté. Un marathon, c'est une course d'un peu plus de 42 km. Cette épreuve est un peu particulière, dans la mesure où le dénivelé est de presque 1700 mètres. On part à l'est de Tinchen, à 200 mètres d'altitude. Ensuite, on court le long du lac sur 20 km, puis on parcourt un faux plat de 5 km jusqu'à Rjukan. À partir de là, ça monte pour de bon. On se doute bien que courir à flanc de montagne n'est pas une partie de plaisir, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que les kilomètres sur le plat paraissent si longs. À chaque virage, je m'attends à apercevoir le sommet enneigé du Gaustad Open, mais je ne vois qu'un autre virage. Pour ma plus grande joie, mes supportrices sont fidèles au poste. Donne-moi une barre énergétique. Et zut, c'est la seule chose que j'ai pas emportée. À la prochaine pause. De l'eau? Un peu d'eau, oui. Un soda? T'es à plus de 10 km/h. Parfois, c'est ma compagne de route qui m'apporte du réconfort. La caméra. J'ai fait le tour de ce lac, qui s'appelle Tinchen. Je crois que pour l'instant, je suis 89e. Mais il reste plus de 30 km. Plus de 5 heures à tenir. Je crois que je vais ralentir un peu. À nouveau, je m'interroge sur le pourquoi de tout cela. Ça n'a rien de très agréable. Et qui serait épaté de savoir que je suis capable de courir sur une route? Pour participer à cette course, il faut même payer assez cher. C'est vraiment ridicule quand on y pense. Sans compter tout le temps perdu à s'entraîner. 10 heures par semaine pendant 1 an. J'aurais pu mettre ce temps à profit pour me rendre utile, faire du bénévolat pour une association. Je suis sûr que ça n'est même pas bon pour ma santé.
Faire un triathlon de ce genre, est-ce que c'est bon pour la santé? Quand il s'agit d'activités physiques ou sportives, on parle souvent d'une courbe en U à l'envers. Jusqu'à un certain point, tout sport a un effet bénéfique sur la santé. Puis on atteint un palier. À partir de là, les effets positifs commencent à baisser. Le triathlon, à la base, est une activité saine dans la mesure où c'est un sport complet. Mais sur une compétition extrême de ce genre, j'ai peur que tu sois dans la phase descendante de la courbe. Et puis, c'est une épreuve extrêmement longue. L'effort est accompli sur une très longue durée. 1,14. Et j'ai fait 14 km. Je suis toujours en avance sur ce qui était prévu. J'ai attendu le printemps avant d'oser reprendre la course. Après 8 mois d'interruption. C'est mon 3e jogging de l'année. Pour l'instant, je marche dans les descentes. J'ai d'abord fait un peu de vélo et j'ai enchaîné avec un peu de jogging. C'est ma première transition vélo-course. Faire du cross dans les bois, c'est bien. Mais courir sur une route sans fin, c'est autre chose. Là, je crois que je vais bientôt apercevoir le Gaustad Open. Le voilà. Ah non, pas sûr. Je crois pas. J'ai super envie de marcher. Non, pas encore. Après 16 km de course à pied, je traverse le premier passage à vide de la journée. Je n'arrive plus à courir. Je commence à marcher. Je suis tellement à côté de la plaque que je crois allumer la caméra. Je raconte à quel point je suis épuisé pendant que les autres concurrents me dépassent allègrement. Quand je crois éteindre la caméra, visiblement, je l'allume. Et le voilà, le fameux passage à vide dont Lynn m'avait parlé. Qu'est-ce qu'elle m'a conseillé déjà? Qu'est-ce que je peux faire? Le plus important dans ce cas-là, c'est de réduire sensiblement l'intensité de l'effort et de veiller à s'hydrater et à manger salé. Il faut aussi ingérer des glucides. Tu peux également travailler sur ton mental, seul ou avec de l'aide extérieure. Ça aura beaucoup d'impact sur ta performance. J'applique ses conseils. Je ralentis, je m'alimente un peu. Ma femme m'accompagne quelques minutes et ça me réconforte énormément. Ça va? Ouais, mais j'en bave un peu quand même. C'est juste un petit passage à vide. Comme vous avez dû le remarquer, cette épreuve est pour moi une métaphore de la vie. Et dans la vie aussi, chacun peut avoir des passages à vide. Se dire que tout cela n'a aucun sens. C'est ce que je ressens à cet instant précis. Mais je peux vous dire une chose, on n'est pas encore arrivé à la fin du film. Il y a parfois des retournements de situation. J'ai filmé pendant que j'agitais mes bras? Quel débile. Après avoir marché sur 1 kilomètre, j'oblige mes jambes à courir à nouveau. Elles protestent, mais je fais la sourde oreille. C'est alors qu'un nouvel encouragement apparaît. Le voilà enfin. C'est le Gaustad Open. C'est tout là-haut qu'on va. C'est de la folie pure et simple. Mais je suis toujours en avance. Faut que je sois positif. Reste positif. Le long de la route, de nombreux spectateurs nous encouragent.
Ça aide vraiment. C'est rigolo. Et voilà, un gentil monsieur qui distribue de l'eau. Un peu d'eau? Avec plaisir. Visez la tête. Merci. À mesure que je me rapproche de Rjukan, je commence à réaliser à quel point le Gaustat Open est élevé. À Rjukan, il y a un point ravitaillement et de nombreux spectateurs qui nous encouragent. Tandis que je me fais doubler par la Suédoise Caroline Holmqvist, je me console en mangeant des bonbons. Je n'aurais jamais cru que marcher pouvait me procurer autant de satisfaction. Elle a l'intention de monter en courant. Elle va essayer, m'a-t-elle dit. La dame de fer suédoise, l'Iron Woman. Légèrement euphorique, sans doute à cause d'un taux de glycémie élevé, je me lance gaiement dans l'ascension de ce qu'on appelle ici la montagne aux zombies, à cause des concurrents qui ressemblent à des morts vivants. Là, je vais me faire plaisir. Je vais monter en marchant et en mangeant des sucreries. Pendant ce temps, il se passe des choses au sommet. Le double champion du monde de triathlon, Tim de Boom, un Américain, a cloué sur place tous ses adversaires. Son chrono indique 11 heures, 18 minutes et 52 secondes. C'est incroyable. J'étais obligé de m'empêcher de tourner la tête en montant. Les paysages sont époustouflants. C'est incroyable. À la fin de la course cycliste, j'ai eu un peu de mal. Et la montagne aux zombies est rude. C'est la partie la plus dure de cette course. C'était pas facile. Je suis content d'avoir terminé. Vraiment content. Une demi-heure plus tard, le premier Norvégien passe la ligne d'arrivée. Tim Nakamura! Rehman a déjà remporté le Norseman. Cette fois, il doit se contenter d'une 3e place, mais il a l'air soulagé d'être arrivé au bout de la course. Bien joué, bravo. Appuie-toi sur moi. C'était le Norseman le plus dur de tous. Mais tu t'en es bien sorti. T'as assuré, c'est génial. C'était vraiment très dur. La montagne aux zombies, c'est dur. C'est l'enfer. Félicitations. Allez, viens t'asseoir. De mon côté, je ne sais rien de tout ça. J'entame à peine l'ascension de la montagne aux zombies. Voilà Rjukan. Ça vous plaît? Mon équipe de supportrices me suit de près. Elles essaient de me nourrir, mais mon estomac n'est pas d'humeur. Mon corps consacre toutes ses forces à me faire avancer. La digestion est interrompue. Mais je suis toujours content de ne pas avoir à courir. Avec le recul, j'entends bien à quel point ça semble ridicule. Personne ne m'oblige à courir. Je perds la raison. Mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Je vais me rafraîchir un peu. Ça fait du bien. J'avais l'intention de garder ça pour moi, mais j'avais une image à l'esprit. Celle d'un homme qui se tapait la tête contre un mur. Quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que ça fait tellement de bien quand ça s'arrête. » J'avoue, j'ai peur d'être un peu comme lui. Mais, au moins, je ne suis pas le seul. En plus des 254 concurrents, 500 personnes ont postulé sans obtenir de dossard. Le médecin de l'épreuve, Rolf Jensen, n'imaginait pas en 2003 que cette compétition rencontrerait un tel succès.
La première fois qu'on m'a parlé de cette course, je dirigeais le club sportif d'Eidfjord et on nous a demandé de participer à l'organisation de l'événement. Et je me suis dit, je ne veux pas qu'on soit impliqué dans ce projet. C'est de la folie pure. Mais ils l'ont fait quand même. Ils étaient 18 organisateurs, aidés par quelques personnes du village. Après, tout le monde nous a dit que c'était super et que l'organisation avait été parfaite, que c'était du sérieux. Donc quand ils sont revenus l'année suivante, on a bien voulu les aider. Depuis, ça ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est devenu un événement d'une envergure que je n'aurais jamais pu imaginer. On arrive à 32 km 4. Il y a un point de ravitaillement. Ça fait du bien. Ça fait plaisir de vous voir. Vous voulez que je vous filme? Oui, si vous voulez. Ça filme? Ouais. Et vous êtes content? Ouais, je suis content. Content d'être arrivé jusqu'ici. Ouais, c'est super. C'est quoi ça? C'est du gel. Goût chocolat. Au chocolat? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une barre. Je peux en prendre une? Bien sûr, servez-vous. Bon courage. Merci. Bonne chance. Tu vas avoir la compagnie d'une jolie jeune fille. Voilà de quoi me motiver. Vous avez vu? En voilà de la motivation. Ouais. Tu peux courir un peu devant moi? Dis bonjour au docteur. Vous devriez vous couvrir. C'est une bonne idée. C'est le médecin de la course. Oui, c'est bien d'économiser vos forces. L'énergie que vous gagnerez ici vous aidera au sommet. Ou demain. Donc je me couvre maintenant, avant l'arrivée? C'est ça. Couvrez-vous avant d'avoir froid. Je vais m'en souvenir. Les concurrents doivent obligatoirement être accompagnés durant les 5 derniers kilomètres, pour des raisons de sécurité. Lynn va m'accompagner sur les 10 derniers kilomètres. Elle m'a expliqué à quel point c'était important d'avoir quelqu'un pour vous motiver quand ça devient vraiment difficile. Je peux t'aider à rester positif. Je peux te dire que tu avances à une bonne vitesse. J'aurai probablement une autre perception de ton rythme que toi. Et je peux te permettre de voir le bon côté des choses. Après la montagne aux zombies et la vallée des ombres, me voilà arrivé sur un flanc de montagne ensoleillé. La splendeur des paysages m'inspire et me remplit d'énergie. Comme vous le voyez, nous courons. On vient de passer le kilomètre 36. Tout à l'heure, on va avoir un contrôle médical. J'espère que je saurai encore dire comment je m'appelle. J'ai entendu dire que des participants au Norseman sont si épuisés qu'ils sont incapables de dire comment ils s'appellent. On leur interdit alors de continuer la course. Tu peux me donner une évaluation intermédiaire? Jusqu'ici, je me débrouille comment? Tu sais quoi? Je suis épatée. C'est vrai? Ouais. Ta performance dépasse tous nos espoirs. Mais je me rappelle ce que tu disais hier sur la pensée positive, le bon côté des choses, tout ça. Donc je sais pourquoi tu dis ça. Et c'est vrai que ça aide. J'ai eu un passage difficile aujourd'hui, au kilomètre 25. Ou plutôt du kilomètre 15 au kilomètre 25. J'ai vraiment dû serrer les dents. Ça y est, il nous a encore doublé. Il faut qu'on court un peu. Peu après le kilomètre 37, on quitte la route goudronnée pour emprunter un sentier étroit et rocailleux. Mais d'abord, on doit prendre nos sacs à dos. Je suis plutôt optimiste. Mais il faut passer le contrôle médical. J'ai la ferme intention de le passer avec brio et de leur montrer que je sais encore comment je m'appelle. Checkpoint. Vous voulez vérifier le sac? On les enlève? Ça vous va? Un peu à manger, une veste, une lampe frontale.
Vous étiez censé emporter autre chose? Oui, un téléphone mobile, de l'argent, à manger, à boire. Bonne continuation. Vous me demandez pas comment je m'appelle? C'est marqué sur votre dossard. Mais vous voulez pas vérifier si je sais encore comment je m'appelle? Non, vous savez ce qu'il y a dans votre sac. D'accord, je vois. Bravo! Merci. Vous vous débrouillez super bien. C'est gentil, merci. Organiser une compétition ici, un marathon, c'est une idée formidable. Comment ont-ils eu cette idée? Les créateurs de la course ont voulu imaginer une épreuve extrême. Ils ont regardé la carte et ont pensé au Gaustad Open. Ils ont compté 42 km à partir du sommet et ils sont tombés sur un camping. Ensuite, ils ont reculé de 180 km en direction de Geilo et sont arrivés à Eidfjord. Ça fait pile 180 km. Et c'est au bord du fjord. Le tracé était parfait. C'est presque incroyable, mais c'était parfait pour un Ironman. Certaines personnes prétendent que le Gaustad Open n'est pas une montagne, mais un gigantesque tas de cailloux. Il ressemble à ça, en effet. Le sommet culmine à 1885 mètres au-dessus de la mer. C'est le plus grand panorama de Norvège. Quand la vue est dégagée, comme aujourd'hui, on voit près d'un sixième de toute la Norvège. Il y a un funiculaire au cœur de la montagne qui permet de rejoindre le sommet. C'est réconfortant pour les concurrents de savoir qu'ils n'auront pas à redescendre à pied. Mais il faut grimper en courant, ou plutôt en marchant. Il est quasiment impossible de courir sur un terrain pareil. C'est pas évident de voir où passe le sentier. C'est vraiment un gros tas de cailloux. Il y a un tout petit peu de verdure. Il y a du lichen partout. C'est vraiment très beau. Le sommet est visible de loin. Du coup, je m'imagine qu'il est proche. Mais les 4,5 km qu'il me reste à parcourir me semblent interminables. Ça grimpe. Enfin, un petit passage un peu moins pentu. Tout va bien? La vue est vraiment magnifique. Et oui, tout va bien. Ok. Je suis content d'être sur le plat. Mon pouls n'est pas trop élevé, mais j'ai les jambes en compote. Elles vont très bien, tes jambes. Je garde un bon rythme et je double une vingtaine de concurrents au cours de l'ascension. Ils ont l'air de souffrir encore plus que moi. Apparemment, il me restait un peu d'énergie cachée quelque part parce que je trouve la force d'accélérer un peu pour améliorer mon classement. Je veux pas me faire doubler. J'ose à peine m'arrêter pour enfiler ma veste. Courage, c'est bientôt fini. J'oublie un peu ce que je disais sur le fait qu'on était tous ensemble dans cette épreuve. Si près du but, je sens que l'instinct de compétition reprend le dessus. J'y suis presque. Mon chrono indique 14h30. J'ai un peu mal au ventre. J'ai les jambes un peu raides. Mais ça sent très fort la ligne d'arrivée. Allez, on y est presque. Le temps est magnifique. Quelle vue! Et dans les tout derniers mètres, j'ai la possibilité de doubler encore un concurrent.
J'ai couru sur les 4 derniers mètres. C'est pour moi? Si vous voulez. Je sens que j'ai envie de m'allonger. Je peux sur le banc? D'abord, la vue. J'ai un peu mal au ventre. Mais je suis vraiment super heureux. C'est à ce moment-là, au sommet de cette montagne, que j'ai compris. Cet instant, cet endroit, cette sensation, voilà ce qui récompense tous les efforts que demande le Norseman. Je n'ai pas besoin d'autre raison. Me fixer un objectif ambitieux et le réaliser malgré tous les obstacles. Je ne cherchais à épater personne, à part moi-même. Tout le reste, c'est que du bonheur. La vue fabuleuse, les hommes et les femmes formidables avec qui j'ai pu partager ces sensations. Et si, grâce à ce film, j'ai réussi à partager ces émotions avec vous, alors c'est merveilleux. C'était une belle balade.